Je vois que les membres de la séance suivante sont présents. Alors, nous allons passer à une discussion en panel. Et c'est mon honneur, véritablement, de vous présenter ce panel et donc merci également aux collègues qui m'accompagnent, qui m'ont permis de participer. Alors, une des mesures importantes de la prestation de soins de santé dans notre santé, c'est l'ambition d'un accès égal aux soins pour tous. Et dans de nombreuses présentations, nous nous rendons compte de différents types d'inégalités d'accès aux soins pour les femmes notamment, donc souffrant de troubles de la coagulation. Donc, ça va être l'objet justement de cette séance. Et nous allons mettre l'accent sur les soins dispensés aux personnes vivant dans des régions isolées, éloignées. Donc, je vais brièvement présenter chacun des orateurs et une fois que cela sera fait, je vais les présenter un par un pour qu'ils présentent brièvement l'origine de leur passion et de leur intérêt pour l'amélioration des soins dans ces régions éloignées. Et puis, nous garderons un œil sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir un formidable panel qui fera plaisir de répondre à vos questions. Je vais simplement passer en revue les noms des différents panélistes de cette séance. D'abord, Emilia Aria, de hématologue Ontario, possède un master en santé publique et qui travaille sur l'hémostase et la médecine de transfusion et sur les soins égalitaires. Elle travaille donc auprès de patients souffrant de troubles de la coagulation au Canada. Louise Rochely-Coularny est ancienne directrice de l'Organisation des troubles de la coagulation. Elle dirigeait également la division des troubles de la coagulation d'un organisme de Géorgie. Et elle travaille donc avec les femmes et les filles souffrant de troubles de la coagulation au sein de la Fondation nationale. L'oratrice va très, très vite, je suis désolée. C'est l'interprète qui parle. Alors, elle est également une mère de 2 filles souffrant de troubles de la coagulation et a reçu de nombreuses récompenses pour son formidable travail. Ensuite, elle est présidente de la Société canadienne de l'hémophilie. Elle a été formidable et fondamentale dans le développement des normes de soins pour la 2e édition. Elle est anciennement membre du comité des troubles de la coagulation. Elle fournit des soins aux communautés éloignées, notamment pour les femmes et les nouveau-nés. Et enfin, Pam Wilton est infirmière et formatrice infirmière en Ontario. Elle est également porteuse de l'hémophilie et fait un long travail de recherche en collaboration avec la Société canadienne de l'hémophilie et la Fondation mondiale de l'hémophilie. Donc, comme vous le voyez, nous avons un panel excellent aujourd'hui. C'est une formidable opportunité pour nous de mieux réfléchir à ces questions essentielles et d'envisager l'avenir des soins de santé également. Donc, nous allons débuter avec la docteure Aria. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, on nous a demandé de nous présenter et de présenter nos connexions dans le domaine. Donc, je suis hématologue à l'Université de Toronto.
Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous et de participer au sein de cette équipe. Donc, j'ai préparé quelques diapositives juste pour servir de support à ma présentation d'aujourd'hui parce que je voulais avant tout que les patients puissent raconter leur histoire et euh, communiquer leurs pensées, leurs sensations, parce que ça me semble être important de mettre l'accent justement sur le vécu des patients. Passons à la prochaine diapositive. Je crois que les photos expriment davantage que les mots. Nous avons interrogé des femmes au Canada concernant leur expérience et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de témoignages concernant les saignements menstruels abondants, mais aussi la maladie de Willebrand et autres. Donc, ici, en ce qui concerne le diagnostic de ces femmes, il était difficile des fois de faire la différence entre saignements habituels ou pas et les symptômes. On voit ici qu'il y a de gros problèmes de diagnostic avec des retards. Beaucoup de femmes parlent de leur expérience au niveau de leur famille, disent qu'elles ont d'autres membres de leur famille qui ont ce type de problème et que les hommes étaient diagnostiqués et certaines aussi parlent de saignements menstruels abondants après leur accouchement, ce qui a eu un impact important sur leur vie quotidienne, bien sûr, la stigmatisation, l'impact sur leur scolarisation et l'impact social, etc. Voilà. Nous avons ici différentes barrières que nous avons constatées et certaines des choses qui sont le manque d'énergie, le problème d'accès aux plans de traitement nationaux, surtout en ce qui concerne les patientes qui se trouvent dans des zones éloignées, isolées. Et je vais aussi parler du travail que nous avons fait avec les hommes. Nous avons interrogé différents hommes et vous voyez qu'il y a des points communs et des différences en ce qui concerne l'ignorance, le manque de sensibilisation, c'est un problème pour les hommes. Et dans le cas de l'hémophilie A et B, on a interrogé beaucoup d'hommes ces dernières années qui nous ont parlé de problèmes dans le service d'urgence, de problèmes pour coordonner des chirurgies, le traitement général et la possibilité d'avoir accès au centre de traitement de l'hémophilie et d'avoir un plan de couverture médicale. Donc ici, vous voyez le type de problème et vous voyez que ces problèmes sont différents. Je vais souligner quelques points que je vais mettre sur l'écran. Donc quelques témoignages. Parce que je pense que c'est important que les patients racontent leur propre histoire et nous devons nous baser sur ce concept de personnes qui vivent dans des zones isolées, qui ont de gros problèmes comparé aux personnes qui vivent dans des grandes villes. Personnellement, je vis à Toronto et je crois qu'il y a une grande différence. Donc ici, un patient m'a dit, moi et mon père, nous avions besoin de faire un voyage de 5 heures en ville pour que je sois opérée et on a passé plusieurs nuits en ville parce que j'avais besoin d'une transfusion. L'autre dit, je devais payer l'essence et mon voyage, mes nuits à l'hôtel, mes repas, etc. Ça pouvait durer un jour ou deux. D'autres me disent, nous n'avons pas, nous nous sentons tout à fait et isolés et je voudrais vous présenter les témoignages de ces patients qui nous montrent un peu comment les traitements de troubles de la coagulation sont difficiles pour ces patients. Voilà. Merci beaucoup pour votre intérêt dans ce domaine. Je travaille à Thunder Bay. Nous avons
une zone géographique avec un programme régional qui est considéré comme très, très grand, avec 270 000 personnes et qui vivent dans ce territoire. Parfois, certaines vivent dans des communautés très, très, très isolées, d'autres moins. Par exemple, si vous vivez à Kenora, si vous avez besoin d'une transfusion de plaquettes, vous devez attendre que cela soit envoyé de Winnipeg et ensuite ce sera transporté par taxi. Donc, ça peut être très long. Et si vous arrivez de Thunder Bay à Toronto sans avertir, hein, vous allez devoir d'abord conduire pendant 16 heures. Hein. Nous vivons dans un pays très grand et cette conversation est importante et très importante pour nos patients. Donc, j'ai une question à vous poser. Quels sont les travaux nécessaires pour permettre aux femmes qui vivent dans des régions isolées d'être mieux traitées? Que suggérez-vous? Eh bien, je pense que il y a différents niveaux d'approche ici, au niveau des soignants et au niveau des patients. Nous devons travailler à ces deux niveaux pour que des changements durables soient mis en œuvre. Nous avons parlé des difficultés de nos patients et il doit y avoir un développement d'un matériel éducatif accessible pour tous. C'est très important et je crois que c'est quelque chose qui va permettre aux femmes qui ont des saignements menstruels abondants de le savoir. Des fois, elles ne le savent pas. Et puis, il y a beaucoup de personnes donc, qui devraient connaître ces ressources pour pouvoir commencer à participer à ces discussions qui sont importantes. Donc, il y a un toolkit, un kit avec des différents outils qui pourraient être mis à disposition du public pour sensibiliser le public parce que les femmes savent ce qu'elles vivent, mais des fois, quand elles arrivent aux urgences, elles doivent expliquer au docteur et les médecins leur posent des questions. Est-ce qu'on doit vous faire une transfusion ou pas? Elles se sentent donc très seules dans ces situations dans lesquelles il faut demander de l'aide. Donc, je crois qu'au niveau du personnel soignant, hein, personnellement, j'ai fait ma faculté de médecine il y a quelques années, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas enseignées. L'hémophilie est un thème dont on ne parle pas. Et si on en parle pour les hommes. On ne s'intéresse pas aux problèmes des femmes. Donc, il faut revoir notre programme d'enseignement à la faculté de médecine pour nos étudiants et leur apprendre un petit peu plus que ce qu'est l'hémophilie et qu'elle peut aussi toucher les femmes. Il faut que davantage on comprenne, il faut qu'il y ait des directives destinées aux spécialistes qui se focalisent sur les régions isolées de façon à ce que les personnes puissent accéder à certains spécialistes depuis ces régions isolées en cas de problème, de façon à ce qu'elles ne soient pas obligées de venir et de faire un voyage de 16 heures pour venir voir quelqu'un et pour obtenir des produits, il faut que ces produits soient aussi disponibles partout. Donc, le patient, le soignant doit être éduqué au niveau national pour s'assurer que nous fournissons des soins adéquats et cela ne doit pas dépendre de l'endroit où on se trouve au Canada et pour que des soins de bonne qualité soient fournis. Merci beaucoup, merci. Je trouve que c'est vous m'inspirez, hein, je dirais, quand vous montrez ce travail que vous faites et ce mentorat que vous proposez. Hein. Bien, nous allons maintenant donner la parole au docteur Rojni Kulkarni qui va nous présenter son travail. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Je suis très honorée par votre invitation. L'accès aux soins pour les personnes qui se trouvent dans des régions isolées a été une de mes passions, je dirais. Et un des premiers cours de télémédecine que nous avons fait a été fait en 1991 à cause d'une tempête de neige. Il y avait une tempête de neige dans l'État de Michigan qui a été fermée. Du coup, l'aéroport a été fermé. Et
dans le nord, le climat était bon. Donc, les patients étaient venus à l'hôpital pour voir leur médecin qui n'a pas pu se rendre à l'hôpital. Donc, on a fait une consultation par télémédecine et on a commencé à travailler comme ça à cette époque-là. Et on a établi un réseau de cette manière. On a fait ce système et on s'est rendu compte que ce système de visite virtuelle était bien. Donc, on avait deux types de visites. Visite en personne, visite virtuelle ou un système hybride dans lequel on avait des personnels soignants sur place et un personnel à distance. Donc, on a un réseau américain qui nous permet d'offrir ce type de soins aux patients. Et un aspect important était la formation du médecin dans ce sens. La perspective des patients aussi était importante. Comment ils considéraient cela? Les patients aimaient bien cela. On a envoyé un article là-dessus au journal donc de médecine. Les médecins se rendaient donc à leur clinique. Le coût était de $40 et s'ils prenaient un avion pour aller sur place, le temps qu'ils perdaient dans leur travail, etc., c'était de $800 à $1,000 la différence. Donc, vous voyez ici l'avantage déjà qu'on avait. Et puis, on pouvait enseigner aux médecins qui étaient sur place ce qu'étaient les troubles de la coagulation. Donc, on leur a expliqué ce qu'il fallait faire et comment faire les analyses pour c'était un avantage. Les soins étaient destinés à toutes les personnes qui avaient des troubles de la coagulation. Et pendant ces visites, on avait un médecin. Le Michigan est là et on avait ici, je suis là au centre de Mitten et Otonetcock se trouve ici tout en haut. Et donc, on nous disait, est-ce que vous pouvez voir cet enfant? Il a un kyste ici dans le cou. Donc, ce n'était pas un patient qui avait des problèmes de coagulation. Et on l'a analysé et on a pu le prendre en charge. Et donc, c'est pour vous montrer qu'on ne traite pas seulement les troubles de la coagulation. Les patients sont tellement isolés et c'est médecins qui les traitent là-bas aussi. Donc, on peut faire une formation pour les patients, pour les soignants. Il y a eu quelque chose qui est sorti dans les nouvelles de la BBC à cette époque-là pour montrer comment les patients étaient pris en charge. Je crois que c'est très intéressant et les patients aimaient beaucoup cette prise en charge. Ce que j'essaye aussi de promouvoir, c'est non seulement la télémédecine en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. À Toronto, c'est une grande ville. Tokyo, New Delhi, ce sont des grandes villes. Donc, si vous avez un patient atteint de problèmes de la coagulation, le temps qu'il arrive jusqu'au centre, ça demande beaucoup d'heures de déplacement, de trajet. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer à travailler avec la télémédecine pour s'assurer que le médecin local peut voir le patient à côté de chez lui et entrer en contact avec nous, par exemple. Donc, je crois que c'est un bon système, très utile. Et ce que la pandémie a fait, c'est qu'elle a créé un grand changement dans le domaine de la télémédecine. Et si on regarde les profils de télémédecine à l'université, avec la pandémie, le nombre de visites a augmenté. On a commencé à organiser de nombreuses visites virtuelles parce que les patients ne voulaient pas venir. Ils avaient peur de venir. Et bien, c'est une très bonne description de la fonctionnalité de ces types de consultations en ligne. Je crois que nous avons tous des ordinateurs. Moi, je suis à Thunderbase depuis 2005 et on utilise un peu cela aussi. On a intégré l'ordinateur dans notre travail. Je peux voir des patients
qui sont dans une salle de clinique et je peux revenir à mon bureau et voir un patient qui se trouve dans une zone isolée avec son médecin et nous avons la possibilité donc de voir des patients qui ont un problème d'urgence et que nous voyons à distance. Vu la grande géographie que nous avons, nous pouvons voir des patients en première consultation, ensuite faire une évaluation du patient pour voir s'il s'agit d'un trouble de la coagulation, un problème d'hématologie, etc. Voir ce patient, l'évaluer. Et ensuite, si ce patient doit revenir à Thunder Bay, on peut essayer de faire un système de visite, de façon à ce que ce soit que tous les problèmes du patient soient réglés pendant 24 heures. Et ensuite ne plus l'obliger à se déplacer. Donc, je suis ravie de voir votre expérience et cette sagesse avec laquelle vous présentez cela. Je crois qu'on pourrait essayer de se mettre d'accord pour créer un modèle d'accès à distance dans l'ensemble du pays, en faisant par exemple un jumelage avec notre communauté qui travaille à distance et en offrant une collaboration, une expertise multidisciplinaire, en créant un jumelage de façon à ce que nos patients qui sont atteints de troubles de la coagulation vont avoir le même accès aux soins que les personnes qui vivent dans les grandes villes. Oui, je pense que c'est un programme qui existe dans la FMH, qui s'appelle le jumelage. Bien, donc, je suis très heureuse d'entendre tout cela. C'est un plaisir. Bien. Une dernière question qu'on peut vous poser serait quel est le rôle que peuvent avoir les soignants individuels? Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle pour améliorer l'accès des personnes qui vivent loin ou des personnes qui vivent dans la banlieue de Toronto aux soins de santé? Oui, nous avons des visites. Et ce que nous avons fait, c'est que notre équipe va voir le patient et comme nous avons 3, 4, 5 salles, nous pouvons voir des patients de manière individuelle. L'infirmière, le travailleur social va voir ses patients, mais par ailleurs, nous pouvons faire la même chose en ayant une réunion avec le médecin, avec l'infirmière. Donc, toute l'équipe va intégrer les soins. Et puis, comme je l'ai dit, quelque chose que nous avons fait depuis l'année dernière, nous avons fait des études de recherche. Nous travaillons avec des femmes atteintes de maladies de Willebrand. Et donc, ce que je fais de la télémédecine, une visite de télémédecine avec des explications que je donne. Et puis, ensuite, la patiente peut venir aussi à la clinique. Lorsqu'elle vient à la clinique, elle va signer son consentement, mais on a moins d'heures de déplacement, etc. pour les patients, et les patients le font, ils sont ravis. Donc, certaines rencontres se font en ligne et d'autres en présentiel. Nous avons donc des téléconsultations au niveau dentaire. C'est un problème. Pour voir et pour avoir des appareils qui nous permettent de voir la bouche, les dents des patients dans le détail. Mais bon, vous voyez, c'est une question d'imagination. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un département de technologie pour avoir une espèce de globe qui nous permettrait d'avoir, avec le patient qui a le même globe, de voir ensemble ce que l'on pouvait faire. On n'a pas réussi à avoir la bourse pour travailler avec ce système robotique, mais beaucoup de choses sont possibles. On peut travailler avec différents types de robots. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour le futur. Je suis d'accord avec vous. Une de nos principales préoccupations dans les régions dans lesquelles nous travaillons, c'est l'évaluation pré-diagnostique. Très souvent, on envoie des diagnostics et des analyses à faire et c'est très long. Et pour les populations autochtones, c'est compliqué. Les échantillons sont collectés. Ils doivent voyager pendant 3 jours. On a eu ce problème aussi de la pandémie. Et maintenant, il y a toute une communauté qui n'a pas accès aux soins dentaires.
parce que les patients hein, sont, par exemple, atteints de maladies de Willebrand et on voit des jeunes filles hein, qui n'ont pas accès aux soins dentaires et qui souffrent hein, de cela. On est au Canada hein, et ce n'est pas. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à la façon dont on peut aider ces patients. Ce n'est pas possible que ce type de choses se passe. Bien. Donc, je vous remercie. Nous allons maintenant donner la parole à Wendy Quinn, hein, que nous connaissons. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler, Wendy, de votre expérience dans ce domaine? Oui. Merci. Merci. Je crois que vous avez déjà dit beaucoup de choses concernant l'accès à distance et mon expérience en ce qui concerne cela en tant que volontaire. Hein, nous avons travaillé sur différents domaines. Je suis infirmière et je me suis j'ai consacré ma pratique au service des communautés de Premières Nations autochtones hein, depuis 20 ans. Et je vis dans cette communauté et ma famille est là, donc je propose des services et je vis avec eux au sein de la communauté, donc c'est très important. Alors, ce que j'ai observé ces derniers temps, alors je vais le faire avec tout le respect possible de toutes les personnes qui, qui évoluent dans ce secteur. Voulez-vous la vérité? Voulez-vous véritablement la vérité? Et parce que la question porte sur l'inégalité. Parce que dans ces communautés, il y a une égalité qui est criante et que beaucoup de personnes ne soupçonnent pas. Les personnes dans des régions isolées n'ont tout simplement pas accès aux soins parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Dans notre propre pays, il y a, notre médecine de soins qui est accessible, soins généralistes, je dirais, accessible à tous, avec une assurance santé. Et puis, donc, il y a les soins de santé qui demandent une couverture spécifique. Mais dans les régions isolées, alors certaines fois, il y a des services qui sont efficaces et qui sont bien présents, mais, mais bien souvent, les personnes n'ont pas accès à ce dont ils ont besoin. Alors, on parle beaucoup de télémédecine, mais il faut rappeler certains points élémentaires. Tout simplement, les personnes n'ont pas accès à Internet bien souvent. Donc, la télémédecine est une solution souvent limitée. Il faut réfléchir davantage, aller plus loin. Alors, en tant qu'infirmière, en tant que mère, en tant que euh, professionnelle qui a pris en charge des enfants des Premières Nations, en fait, lorsque j'ai eu mon premier enfant, il se trouve que je l'ai eu. Je travaillais à cette époque dans une communauté euh, dans laquelle donc je travaillais au même moment que moi j'ai accouché. Il y a un enfant qui est né également. J'ai pu comparer en fait nos deux parcours entre mon propre parcours et la naissance de mon enfant et puis le parcours de cette femme qui a eu son enfant dans cette communauté. J'ai pu euh, comparer très facilement nos deux parcours, nos deux histoires. Donc, moi, j'avais accès à des infirmières qui connaissaient ma situation,
Et il m'appelait directement. Et on me demandait également des nouvelles de cette mère dans cette communauté euh, isolée. Et il se trouve que cette mère était en prison. Elle avait été arrêtée pour des faits de délinquance. Et donc, cet enfant était élevé par ses grands-parents. Et la mère ne pouvait pas donc s'en occuper. Et donc, je gardais toujours à l'esprit, dans mon cœur, l'histoire et le parcours de cet enfant donc, qui évoluait en parallèle du mien. Je ne pouvais pas l'ôter de mes pensées. Et un jour, j'étais dans l'hôpital et j'ai vu la femme entrer. Je savais que c'était elle. Alors, je me suis présentée et je lui ai dit que j'étais euh, membre de la communauté des travailleurs de l'hémophilie et je lui ai demandé si on pouvait prendre en charge son fils. Elle m'a dit oui, ce serait formidable. Et donc, je lui ai donné mon téléphone, mais elle ne m'a jamais appelé. Donc, on voit là que l'accès aux soins pour cet enfant n'est pas une question de télémédecine, c'est beaucoup plus complexe. Et il faut prendre en compte toute la complexité de cet environnement. Il faut d'abord offrir un abri. Il faut une famille autour du patient. Pour nous, ce sont des choses que l'on considère comme acquises, mais il y a des contextes donc, où cela n'est pas du tout acquis. Cet enfant, il lui fallait d'abord tout un ensemble de choses pour pouvoir accéder aux soins. Et un jour, il y a un patient qui s'est rendu dans notre centre. Euh, il a, il a, il a payé un taxi pour venir nous voir. Il saignait, il a pris tout seul un taxi pour venir nous voir et se procurer ses médicaments. Et ça m'a déchiré le cœur de voir cet enfant de 10 ans qui avait dû tout seul se rendre à l'hôpital avec un saignement en cours pour se prendre en charge et pour obtenir un traitement. Donc, encore une fois, la réalité de ces communautés est infiniment plus complexe. Je ne blâme personne. C'est tout un système, c'est une réalité qui existe. Et je déteste le dire de cette manière, mais je tiens toutefois à le dire. Donc, il faut transmettre ce message à nos étudiants. Euh, il faut prendre en compte l'ensemble du contexte social. Il faut ouvrir nos yeux. Regarde-t-on véritablement en face le problème tel qu'il est dans son ampleur et dans sa complexité? Et donc, moi, ce que j'essaie de garder à l'esprit, c'est lorsque je me rends dans ces communautés du Nord, à chaque fois que je rencontre une personne, je me dis, je suis là pour la faire vivre et j'essaie de la considérer dans son intégralité, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble de ce contexte social et pour la servir au mieux. Alors, je sais que j'ai un discours très émotionnel, très passionnel et que justement, il faudra réaliser beaucoup de choses dans de nombreux domaines pour réussir à améliorer l'accès aux soins de ces populations. Et je n'ai pas de bonne réponse moi-même toute seule à ces défis, à ces problèmes. Comment autonomiser une personne qui ne dispose pas des soins, qui ne dispose pas de ses besoins les plus élémentaires satisfaits? C'est ça la question. C'est ça la question. Merci beaucoup pour votre passion et pour avoir transmis de façon si
puissante. Quelle est la vie quotidienne de ces personnes et des travailleurs sociaux qui travaillent dans ces communautés? Effectivement, avoir les patients en face de soi, les regarder dans les yeux et véritablement essayer de les comprendre, comprendre leur réalité et leur venir en aide au mieux. C'est notre mission. Alors, Pam, c'est à vous. Bienvenue. Merci d'avoir participé à cette réunion. Alors, avant tout, c'est un honneur de participer à ce panel et je crois que c'est très difficile d'intervenir en dernier. Mais alors, je voulais m'adresser avant tout à mes collègues infirmières. Je crois que chacune de nous, en tant qu'infirmière, nous avons pu observer combien nous devions faire d'un côté et combien nous arrivions à faire de l'autre. Et c'est toujours très frustrant de voir que finalement, on ne peut jamais en faire assez. Mais, moi, en tant qu'infirmière, je travaille dans différentes régions et dans des communautés que je considère comme rurales, avec des diversités, des réalités très diverses. Et je trouve ça toujours passionnant de parler avec ces personnes, ces communautés, et d'utiliser mes connaissances en tant qu'infirmière et de parler avec elles, non seulement comme infirmière, mais en tant que femme, et échanger avec ces femmes. Alors, nous avons parlé d'accès aux soins, d'inégalité. Et, et moi, je voudrais rappeler un point, c'est qu'il y a également pour ces femmes d'autres difficultés qui se constituent des barrières à l'accès aux soins. Il y a les femmes qui souffrent de violences domestiques ou qui souffrent de violences domestiques du fait de leurs troubles de la coagulation. Tout cela également, c'est une réalité. Et ce sont des choses que l'on observe au quotidien dans notre pratique professionnelle. Et donc, rejoignant ce qui a été dit au départ, je crois que nous devons également aider à répondre à ces besoins les plus élémentaires de sécurité, de réponse aux soins les plus élémentaires avant d'aller plus loin dans la prestation de soins. Oui. Est-ce que vous pensez que le terme porteuse de l'hémophilie l'importance ou sous-estime l'importance de l'impact de l'hémophilie sur ces femmes? Et en quoi cela est accentué dans les communautés distantes? Oui, je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Moi, quand je dis aux personnes, quand je dis aux gens que je suis porteuse, souvent cela ne leur évoque pas du tout, ça ne leur évoque rien du tout. Je l'ai observé à de nombreuses reprises dans ma vie, c'est que pour de bon nombre de professionnels, cela ne signifie rien. C'est encore une idée très répandue que les porteuses ne souffrent pas de symptômes. Et donc, pour revenir aux communautés éloignées, plus spécifiquement, ce que nous n'en avons pas encore parlé, c'est l'accès aux soins. Donc, c'est-à-dire, on parle à ces personnes, mais on s'aperçoit que bien souvent, ces personnes, lorsqu'elles
lorsqu'elles parlent de leurs problèmes, ne sont pas crues, tout simplement. C'est un autre des problèmes. Alors, parfois, elles réussissent à faire entendre, mais également, il n'y a personne qui peut leur venir en aide, hein, qui peut véritablement comprendre leurs problèmes et le prendre en charge. Ça, c'est le deuxième problème. Ou tout simplement, il n'y a pas d'hématologue qui possède l'expertise nécessaire pour prendre en compte ces femmes souffrant de troubles de la coagulation. Alors hier, on a parlé de façon très poétique des saisons de la vie. On est tous passés par là. Alors, on est au départ une petite fille, une jeune fille, puis souvent, parfois, on a l'occasion d'échanger avec nos sœurs, nos mères qui ont peut-être le même problème que nous et on peut avoir une discussion. Et ce sont des opportunités d'apprentissage et d'échange. Et donc, bien, parfois, donc ces troubles de la coagulation s'ajoutent aux problèmes caractéristiques de ces régions et de ces communautés éloignées. Alors, il y a également des barrières linguistiques et tout simplement, il y a des problèmes d'alphabétisation dans ces communautés éloignées. Alors, comment transmettre un message? Comment entrer véritablement en communication avec des personnes qui n'ont pas accès à la lecture? Donc, là, il faut le prendre en compte au moment de prétendre venir en aide à ces communautés. Et parfois, on a de la même manière posté en ligne une variété de formidables ressources, mais si ces personnes n'ont pas accès à Internet, ces ressources restent parfaitement inutiles. Autre exemple, lorsque le partenaire de la femme qui souffre de troubles de la coagulation ne la soutient pas, ne la croit pas, ne l'encourage pas à consulter, elle ne le fera pas ou elle aura beaucoup de difficultés à le faire. Donc, c'est une autre barrière. Alors, je voudrais rappeler que lorsque l'on travaille dans un grand centre et que l'on rencontre des difficultés au moment de la prise en charge de certains patients, il faut pouvoir communiquer avec ses collègues, échanger. Euh, je crois que on le fait tous, non? On a des conversations privées avec nos collègues en protégeant la confidentialité des patients, bien sûr. Mais donc, on échange et on apprend. Et tout cela, dans les régions éloignées, encore une fois, on ne peut pas le faire. Alors, je suis une professionnelle de santé, je suis déjà âgée, et je vois que certaines personnes, lorsque je m'adresse à elles, ne m'écoutent pas. Et lorsque les personnes viennent me voir et me disent j'ai présenté mon problème à des professionnels et on ne m'a pas entendu, j'ai décrit mes difficultés au quotidien et personne ne m'a prise au sérieux et ne m'a écouté. Pourtant, lorsque j'ai un accident de voiture et que je saigne de façon excessive, là, on me prend en charge. Pourquoi je n'ai pas été entendue, écoutée avant? Ça, c'est une réalité, effectivement, qui existe, que l'on doit prendre en compte et qui est très frustrante pour nous en tant que professionnels de santé à l'écoute de ces populations. Alors, je pourrais continuer comme ça pendant des heures sur les nombreux exemples des difficultés rencontrées par ces communautés des régions éloignées. Alors, dans mon programme, nous commençons toutes nos réunions par des histoires de patients, justement. Et nous rappelons
toujours que l'objectif de ces réunions est de rappeler que notre travail a pour but ultime de venir en aide aux patients dans leur diversité. Donc, je te remercie, Pamela, infiniment parce que justement, tu as amené la voix des patients dans ce panel. C'est fondamental. Je vous remercie à tous pour vos formidables contributions et pour être la voix, justement, d'avoir été la voix des patients et des futurs professionnels de santé qui feront de leur mieux pour améliorer encore et toujours l'accès aux soins. Alors, y a-t-il d'autres questions? Si vous en avez, vous pouvez me contacter également, me les poser ultérieurement. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup apprécié ce panel parce que cela rejoint les observations que j'ai faites moi-même dans des régions éloignées, notamment dans les communautés, chez les personnes souffrant de troubles de la coagulation. Donc, il nous faut augmenter nos efforts pour améliorer l'accès des soins à ces patients dont ils ont tellement besoin. Et donc, pour cela, vraiment, je vous remercie infiniment pour le formidable travail que vous effectuez. Je vous félicite également. Et je vous remercie pour cette vision que vous portez. Je sais qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Mais votre aide est précieuse dans cette voie et je vous remercie infiniment pour votre contribution, notamment aujourd'hui dans ce panel. Merci à chacune d'entre vous.